Le silence de la terre était la seule compagnie de Caleb Blackwood. C'était un silence qui habitait le bleu infini du ciel du Montana et se déposait comme de la poussière sur les planches usées de sa cabane solitaire. À 38 ans, Caleb bougeait avec parcimonie. L'économie délibérée d'un homme qui a appris qu'aucun mouvement ne doit être gaspillé. Son visage était une carte de sa vie, sculptée par le soleil et le vent. Ses yeux reflétaient une douleur silencieuse, aussi vaste et vide que la prairie qui s'étendait à perte de vue depuis son porche. Ses journées étaient rythmées par un travail acharné, un métronome réglé sur le battement régulier de sa propre solitude, réparant les clôtures qui résistaient au vent implacable, s'occupant du bétail qui n'était guère plus que des taches sombres dans l'immensité du paysage. Les repas tranquilles et solitaires qu'il prenait à une table dressée pour une personne. Le ranch était son héritage et sa prison, un témoignage tentaculaire d'une vie qu'il avait autrefois prévu de remplir de rire et de bruit. Désormais, il ne faisait que refléter le vide qui l'habitait. Les souvenirs étaient partout, petits fantômes tapis dans les recoins de sa vie. Sur la cheminée en pierre, au-dessus du manteau en bois brut, trônait un cheval à bascule en bois, dont la peinture avait été usée par de petites mains impatientes. Sa tête était penchée sur le côté, figée dans un moment de jeu que le temps refusait d'effacer. Le regard de Caleb s'y attardait parfois pendant une seconde avant qu'il ne détourne les yeux, les muscles de sa mâchoire se crispant. Dehors, sur une colline balayée par le vent qui surplombait la vallée, 3 simples croix en bois se dressaient contre le ciel. L'une était pour son père une croix haute et robuste. À côté, il y en avait 2 plus petites. Il ne se permettait jamais de les regarder longtemps. Le souvenir de la fièvre qui avait balayé sa maison 7 ans auparavant était une blessure qui avait cicatrisé, mais qui n'avait jamais vraiment guéri, ne lui laissant rien d'autre que le silence et la terre. Et la terre était une compagne redoutable. C'était un endroit d'une beauté rude et impitoyable. Le vent était une présence constante, une force abrasive qui dépouillait les plaines en hiver et les desséchait en été. Il murmurait à travers les hautes herbes de la prairie, un son semblable à 1000 secrets révélés à la fois. Le ciel était un tyran capable d'apporter un soleil brûlant, des orages violents et soudains, ou une couche de neige si épaisse et si lourde qu'elle pouvait ensevelir le monde. Survivre ici, c'était être dans un état de lutte constant, une bataille quotidienne menée contre les éléments, contre les prédateurs, contre le poids écrasant de l'isolement. Pourtant, dans la lumière dorée de l'aube ou le violet profond du crépuscule, lorsque les montagnes lointaines semblaient s'élever comme des promesses déchiquetées, il y avait dans tout cela une magnificence brute qui captivait l'homme, une beauté aussi brutale qu'époustouflante. Dans ce monde de survie austère et de chagrin silencieux, une nouvelle présence arriva. Elle s'appelait Alara, et elle descendit de la diligence matinale dans la rue principale poussiéreuse de la Rédemption, un seul val usé à la main. La ville n'était guère plus qu'une poignée de bâtiments en bois blottis les uns contre les autres, dans l'immensité des plaines, un magasin, un saloon, une forge et une église dont les clochers semblaient s'efforcer d'atteindre un ciel qui semblait incroyablement lointain. Ara avait près de 30 ans et un visage que l'on aurait pu qualifier de beau sans la profonde méfiance qui se lisait dans ses yeux. C'était un regard qui tenait le monde à distance, un bouclier contre toute intrusion. Elle se déplaçait avec une détermination tranquille, ne recherchant ni amitié ni accueil, mais simplement du travail. Elle le trouva à la boutique où le propriétaire, M. Henderson, un homme plus intéressé par l'argent que par le caractère, l'embaucha pour raccommoder des vêtements et aider à remplir les étagères. Son arrivée fut comme une pierre jetée dans l'étang encore peu profond de la société de rédemption. Une femme seule, sans mari, sans famille et sans histoire qu'elle était prête à partager, était une anomalie, et les anomalies suscitaient de la suspicion. Les chuchotements commencèrent presque immédiatement, glissant des bancs de l'église aux tables du saloon. Les femmes de la ville, menées par l'épouse perspicace du pasteur, la regardèrent avec une désapprobation non dissimulée. Elles remarquèrent sa robe simple mais bien coupée, sa démarche gracieuse et sa mâchoire résolue. Elles ne voyaient pas une femme en quête d'un refuge, mais un mystère à résoudre, et très probablement à condamner. Les hommes la regardaient aussi, certains avec une curiosité grossière, d'autres avec la même suspicion que leurs femmes. Les spéculations étaient cruelles et imaginatives, la dépeignant comme une femme de mœurs légères, une fugitive,
quelqu'un avec un passé honteux qu'elle essayait de fuir. Elle semblait ne pas s'en apercevoir, ou peut-être était-elle simplement trop habituée à l'ignorer. Elle faisait son travail, ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole, et se retirait chaque soir dans la petite chambre spartiate qu'elle louait au-dessus du magasin, sa solitude aussi complète que celle de Caleb Blackwoods. Caleb croisa son chemin pour la première fois quelques semaines après son arrivée. Il se rendit en ville pour s'approvisionner, son rituel mensuel, une pause nécessaire dans la monotonie de la vie au ranch. Le magasin était rempli des odeurs familières du cuir, du café et des produits secs. Il la vit derrière le comptoir, mesurant soigneusement une longueur de tissu de calicot pour un client. Il se tint près des barils de clous et de farine, attendant son tour et écoutant le murmure des conversations autour de lui. Il entendit Mme Peterson chuchoter à son ami à propos de la nouvelle venue, sa voix empreinte d'une pitié moralisatrice. Il vit comment M. Henderson observait Ara. Il plissa les yeux, comme s'il s'attendait à ce qu'elle mette une bobine de fil dans sa poche. Quand son tour vint, il s'avança et posa sa liste sur le comptoir. Ara leva les yeux et, l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Il vit au-delà de la carapace qu'elle avait érigée comme un rempart et entrevit quelque chose au plus profond d'elle. Une profonde et lasse tristesse qu'il reconnut avec un sursaut. C'était la même tristesse qui le regardait en retour dans son propre reflet lors des nuits sombres et solitaires. L'échange fut bref et professionnel. Il lut sa liste. Farine, sel, café, cartouches. Elle rassembla les articles sans un mot, d'un geste rapide et efficace. Elle calcula le prix, d'une voix basse et posée. Il paya en pièces, leurs doigts s'effleurant un instant fugace lorsqu'il prit sa monnaie. Il vit un léger tremblement dans sa main avant qu'elle ne la retire. Il souleva son chapeau, un geste de politesse bien ancré, et elle lui répondit par un petit signe de tête presque imperceptible. Alors qu'il emportait ses provisions, il entendit les chuchotements reprendre derrière lui, mais il garda le silence. La femme aux yeux tristes resta dans ses pensées plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité pendant le long trajet de retour vers son ranch désert. Une semaine plus tard, le temps changea avec une fureur soudaine et violente qui prit même les colons les plus aguerris par surprise. Le ciel, qui était d'un bleu clair et limpide le matin, prit la couleur d'un étain terne à midi. Le vent se mit à hurler, un son grave et lugubre qui s'intensifia rapidement jusqu'à devenir un sifflement terrifiant. Puis la neige commença à tomber, non pas en flocons légers, mais en un épais rideau aveuglant qui effaça l'horizon et transforma le monde en un tourbillon blanc. C'était une tempête de neige précoce, une bête affamée qui avait dévalé des montagnes sans crier gare. On avait demandé à Ara de livrer un petit colis à une ferme située à quelques kilomètres de la ville. Elle avait loué un petit chariot et un vieux cheval fatigué, désireuse de prouver son utilité. La tempête la surprit sur le chemin du retour, à des kilomètres de la relative sécurité de la rédemption. La route disparut sous la neige qui s'accumulait rapidement. Le cheval, paniqué par le vent et le froid, trébucha et tomba, cassant un essieu du chariot. Ara fut projetée dans une congère, le vent lui coupant le souffle. Elle se remit péniblement debout, son manteau fin offrant peu de protection contre le froid mordant. Désorientée et tremblante, elle essaya de mener le cheval, mais l'animal refusait d'avancer. Le froid était physique, un engourdissement rampant qui commençait dans ses doigts et ses orteils et se propageait vers l'intérieur, ralentissant ses pensées, atténuant sa peur jusqu'à la résignation et l'épuisement. Elle se blottit contre le côté du chariot inutilisable, la neige s'accumulant autour d'elle, le monde se dissolvant dans un blanc hostile et sans relief. Caleb se trouvait à l'extrémité de sa propriété, vérifiant la clôture nord. C'était une tâche qu'il entreprenait chaque fois qu'une tempête menaçait, afin de s'assurer que son bétail ne s'égarerait pas et ne périrait pas. Il était sur le chemin du retour vers la cabane. Il avait la tête baissée contre le vent lorsque son cheval, un gelding stable et fiable nommé Silas, s'est soudainement effrayé. Le cheval a henné, ses oreilles ont tremblé et il a refusé d'avancer. Caleb a scruté la neige qui tombait. Ses yeux se sont plissés contre les particules glacées. Au début, il ne voyait rien d'autre que le chaos tourbillonnant. Puis il vit une forme sombre à moitié enfouie dans une congère, une forme qui n'avait pas sa place là. Il mit pied à terre, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige, et se dirigea vers la forme. C'était le chariot,
ses roues dressées à un angle bizarre, et à côté, presque entièrement recouvert, se trouvait un petit monticule. Il balaya la neige et fut pris d'un sentiment d'incrédulité. C'était la femme du magasin. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses lèvres étaient bleues. Il appuya ses doigts contre son cou, cherchant son pouls. Il était là, un battement faible et filiforme contre la peau froide. Pendant un instant, il fut paralysé par l'indécision. Sa vie était une forteresse de solitude soigneusement construite. L'y faire entrer était une complication dont il ne voulait pas. Le vide tranquille de sa vie était douloureux, mais prévisible. Mais la laisser ici équivalait à la condamner à mort, et sa décence fondamentale ne le lui permettait pas. Enfouie sous des couches de chagrin et d'isolement, elle ne le lui permettait pas. Avec un grognement sourd, il la souleva délicatement dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, un poids fragile contre sa poitrine. Il la porta jusqu'à son cheval, monta en selle et l'installa devant lui, l'enveloppant du mieux qu'il pouvait dans son propre manteau épais. Il fit faire demi-tour à Silus vers la maison, le vent hurlant dans son dos, la femme inconsciente, présence étrange et déconcertante dans son monde solitaire. Les premières heures dans la cabane ne furent remplies que par le rugissement de la tempête de neige à l'extérieur et le crépitement du feu qu'il avait allumé dans la cheminée. Il l'allongea sur le lit de camp dans le coin, la couvrant de couvertures épaisses en laine. Il s'efforça de lui redonner de la chaleur, lui frottant les mains et les pieds jusqu'à ce que la couleur revienne. Il réussit à lui faire boire un peu de bouillon chaud. Bien qu'elle ne semblait pas se réveiller, elle était prisonnière d'un état délirant, marmonnant des mots dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, le corps secoué de frissons. En s'occupant d'elle, il fut contraint à une intimité qu'il n'avait pas connue depuis 7 ans. Il nettoya délicatement une coupure superficielle à sa main, une écorchure due à sa chute. Lorsque ses doigts calieux touchèrent sa peau, elle sursauta violemment dans son sommeil, laissant échapper un petit cri terrifié. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé, même si elle était inconsciente. Elle avait peur. Il comprit alors que sa peur n'était pas due à la tempête ou au froid, mais à lui, à son contact. Il comprit les limites. Il recula, s'assit dans son fauteuil usé près du feu et veilla en silence. Il respectait son intimité, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer les détails. Ses vêtements étaient simples mais propres, raccommodés à plusieurs endroits avec des poinces de couture soignées, presque invisibles. Ses mains, bien que froides et écorchées, n'étaient pas celles d'une femme habituée au repos. Elle avait des callosités sur les paumes, signe d'un travail pénible. Il ne trouva aucun effet personnel sur elle, rien qui permette de l'identifier au-delà du visage dont il se souvenait au magasin. Elle était une page blanche, une femme sortie de nulle part pour se retrouver au cœur d'une tempête de neige. Pendant 2 jours, la tempête fit rage, les enfermant ensemble dans le petit espace chaud de la cabane. Elle passait par intermittence d'un état de conscience fiévreux à un état de somnolence. Pendant ce temps, il devint son aide-soignant malgré lui. Il s'asseyait à son chevet, changeait les compresses froides sur son front, écoutait les cauchemars fragmentés qui la faisaient crier dans son sommeil. Il se déplaçait dans sa petite maison, l'espace familier lui semblant soudain encombré, ses routines solitaires perturbées. Il préparait ses repas simples et laissait un bol de bouillon ou de ragoût sur la petite table à côté de son lit, puis se retirait de son côté de la pièce pour manger. Il la regardait dormir, la méfiance ayant disparu de son visage. Remplacé par une vulnérabilité brute, il voyait les fines rides de fatigue autour de ses yeux et la tension qui semblait ne jamais quitter sa mâchoire, même dans son sommeil. Il se demandait quel genre de vie pouvait donner un tel regard à une personne. Il constatait sa compétence lorsque, pendant un bref moment de lucidité, elle remarquait une déchirure dans la manche d'une de ses chemises de travail suspendues près du feu, ses mains, bien que toujours faibles, bougeant avec une aisance acquise par l'habitude alors qu'elle lui demandait son kit de couture. Il la regarda fasciné, tandis qu'elle recousait habilement la déchirure avec de petits points réguliers, totalement concentrés. Dans ce simple geste domestique, il vit une force tranquille. À son tour, elle commença à l'observer. Dans ces moments de lucidité, elle le regardait depuis son lit de camp, ses yeux le suivant tandis qu'il se déplaçait dans la cabane. Elle voyait la façon dont il attisait le feu, ses mouvements sûrs et réguliers. Elle voyait la profonde solitude de l'endroit, la tasse unique suspendue à un crochet,
la Bible usée sur la table de chevet, la façon dont il se tenait parfois à la fenêtre et regardait la furie blanche de la tempête. Ses épaules s'affaissaient sous un poids qu'elle commençait à reconnaître. Ils ne partageaient pas leurs histoires. Ils ne parlaient pas du passé, mais dans le silence imposé par la cabane assiégée par la tempête, ils commencèrent à se voir l'un l'autre. Ils étaient deux survivants, chacun abandonné sur sa propre île de douleur. Et pendant un bref instant, la tempête avait construit un fragile pont entre eux. Le matin du troisième jour, le monde à l'extérieur de la cabane était transformé. Le vent était tombé et un silence absolu s'était installé. La neige avait cessé de tomber et le soleil perçait à travers les nuages, projetant une lumière brillante, presque aveuglante, sur le paysage d'un blanc immaculé. La tempête était terminée. Caleb se prépara à la ramener en ville. Il attela son cheval au petit traîneau qu'il utilisait dans l'hiver. Ses patins glissaient silencieusement sur la neige profonde. Ara était plus forte maintenant. La fièvre était tombée, ses joues avaient retrouvé leur couleur. Elle était vêtue de ses propres vêtements secs. Son sang-froid était redevenu un mur soigneusement construit. Le silence entre eux était différent maintenant. Pas tendu, mais rempli de non-dits. Alors qu'ils se tenaient près de la porte, prêts à partir, ils eurent leur première vraie conversation. « Les vents de Chinook vont souffler après une tempête comme celle-ci, dit-il d'une voix rauque à force de ne pas parler. La neige va fondre rapidement. Cela pourrait causer des problèmes pour le bétail dans la vallée en contrebas. » Elle regarda la vaste étendue blanche, le regard lointain. « Je n'ai jamais vu autant de neige. C'est une terre difficile, répondit-il, les yeux fixés sur les montagnes lointaines. Pourtant, elle vous donne juste assez pour survivre, mais elle vous rappelle toujours qu'elle peut tout emporter en un instant. » Elle se tourna alors vers lui et la garde dans ses yeux vacilla. Pendant une seconde, il vit la femme derrière le bouclier, celle qui comprenait ce que signifiait se faire tout prendre. Une compréhension fragile et tacite passa entre eux, une reconnaissance qui n'avait pas besoin de mots. « Merci, dit-elle d'une voix à peine audible. Vous m'avez sauvé la vie. » Il se contenta d'acquiescer, ce geste valant mieux qu'une douzaine de phrases. Il l'aida à monter dans le traîneau et ils firent le voyage du retour en silence. Le seul bruit était le doux glissement des patins sur la neige. Il s'arrêta à la lisière de la ville, ne voulant pas s'exposer aux inévitables commérages que susciterait son arrivée avec elle. Elle descendit, serrant son manteau fin autour d'elle. Elle se retourna une dernière fois pour le regarder, puis s'éloigna dans la rue qui commençait tout juste à s'animer. Caleb la regarda s'éloigner, silhouette solitaire sur la neige d'un blanc éclatant. Il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur du magasin. Puis il fit demi-tour avec son cheval et son traîneau et reprit le chemin par lequel il était venu. Les traces qu'ils avaient laissées étaient les seules marques sur ce paysage autrement parfait. Alors qu'il chevauchait, le silence de la terre s'installa à nouveau autour de lui. Mais cette fois-ci, il semblait différent. Il semblait plus vif, plus froid et plus profond qu'auparavant. L'isolement de son ranch, autrefois un réconfort familier, lui semblait désormais être une cage. La fragile trêve qu'Elora avait trouvée dans la rédemption s'était brisée aussi vite qu'une plaque de glace au dégel. La ville, autrefois un lieu de neutralité prudente, était devenue un paysage d'hostilité ouverte. Les chuchotements qui l'avaient suivi dans la rue principale semblaient désormais s'accrocher à elle comme des bûches, acérés et persistants. Ce changement était alimenté par les Halts, une famille dont la richesse, issue d'un petit élevage bovin prospère, s'était traduite par un sentiment inébranlable d'autorité morale sur la ville. Martha Holt, une femme dont la piété était aussi rigide et amidonnée que son col du dimanche, voyait en Ara une dangereuse perturbation de l'ordre social fragile de la ville. Une femme sans attache et sans passé discernable, elle était un fil lâche. Et Madame Holt était une tisserande qui ne pouvait tolérer la moindre imperfection dans sa tapisserie. Elle commença sa campagne subtilement, par un mot ici et un regard désapprobateur là. Elle parla à M. Henderson de l'importance de la réputation, du type de clientèle qu'un commerce respectable devait attirer. Les autres femmes de la ville, désireuses de rester dans les bonnes grâces de Holtz, suivirent son exemple. Ara se retrouva ignorée au comptoir, ses salutations accueillies par un silence de plomb. De petites cruautés devinrent quotidiennes. Un rouleau de tissu qu'elle venait de ranger soigneusement était accidentellement renversé par terre. Un travail de couture qu'elle avait terminé lui était renvoyé.
Elle supportait avec une résignation stoïque les plaintes concernant un point que personne ne pouvait trouver, ce que les femmes de la ville interprétaient comme de l'arrogance. Elle faisait son travail, gardait les yeux baissés et se renfermait davantage sur elle-même. Mais son endurance silencieuse ne semblait que les provoquer davantage. Le coup de grâce fut porté un mardi. Un petit médaillon en argent qui manquait à Hall et qu'il admirait. Un nouvel article. Monsieur Anderson l'avait mis en vitrine, mais il avait disparu. Une recherche fut lancée. On fit grand cas de mettre les lieux sens dessus-dessous, et le médaillon fut retrouvé, caché dans le petit sac en toile où Ara gardait ses outils de couture. Ara resta figé tandis que M. Henderson brandissait le médaillon, le visage empreint d'une fausse déception. Elle vit la lueur triomphante dans les yeux de Mlle Holt. Elle sut avec une certitude écœurante qu'elle avait été piégée. « Je ne l'ai pas pris », dit-elle d'une voix basse et calme dans le magasin soudainement silencieux. Mais ces mots étaient sans poids, perdus dans la tempête de leurs préjugés. Elle était une femme qui avait des secrets, et une femme qui avait des secrets était forcément une voleuse. Elle fut renvoyée sur le champ, son maigre salaire lui fut remis avec une dernière remarque humiliante de M. Henderson, lui enjoignant de quitter la ville avant que le shérif ne s'en mêle. Ara sortit du magasin, le dos droit, la tête haute, ne leur laissant pas la satisfaction de voir ses larmes. Mais une fois de retour dans sa petite chambre froide, le masque tomba, elle n'avait plus rien. Pas de travail, pas d'argent et une réputation désormais complètement ruinée. Le spectre d'un passé qu'elle avait tant cherché à fuir semblait la rattraper, son ombre s'abattant à nouveau sur elle. Elle resta 2 jours dans sa chambre. Les maigres économies qu'elle avait s'amenuisaient à chaque repas qu'elle ne pouvait se permettre. Le désespoir lui laissait un goût froid et amer dans la bouche. Il lui restait un dernier choix improbable. Un choix qui impliquait d'avaler le reste de sa fierté et de partir dans le désert, chez un homme qu'elle connaissait à peine. Un homme qui l'avait déjà sauvé une fois. Le trajet jusqu'au ranch de Caleb Blackwood fut long et froid. La neige du blizzard avait fondu sous les vents Chinook, laissant les plaines boueuses et désolées. Elle avait utilisé ses derniers dollars pour louer un cheval, une jument maigre à la livrée. À chaque kilomètre parcouru, sa détermination vacillait. Que faisait-elle? C'était un étranger, un homme solitaire qui avait clairement fait savoir qu'il ne voulait aucune complication dans sa vie. Se présenter à sa porte, comme une mendiante demandant du travail, c'était s'exposer à un rejet qui semblait susceptible de briser le dernier morceau fragile de son esprit. Mais l'alternative, mourir de faim ou retourner dans un monde qu'elle préférait mourir plutôt que d'affronter, était encore plus terrifiante. Elle le trouva en train de fendre du bois à côté de sa grange, le bruit rythmique de sa hache étant le seul son dans le vaste silence. Il s'arrêta lorsqu'il la vit approcher, son corps s'immobilisant, la hache tenue mollement dans une main. Il la regarda descendre de cheval, l'expression indéchiffrable. Les mots d'Ara lui restèrent coincés dans la gorge. « Monsieur Blackwood », commença-t-elle d'une voix tremblante, « je m'excuse de vous déranger. » Il se contenta d'acquiescer, attendant la suite. « Je ne travaille plus au magasin », dit-elle en s'efforçant de prononcer ces mots humiliants. « J'ai besoin de travail, n'importe quel travail. Je suis forte et j'apprends vite. Je sais cuisiner, nettoyer, raccommoder. Je peux vous aider à faire les stocks si vous me montrez comment faire. » Elle s'interrompit. Sa supplique resta suspendue dans l'air glacial qui les séparait. Caleb la regarda longuement. Il appuya la hache contre le billot et s'essuya les mains sur son pantalon. Il savait ce que cela lui avait coûté. Il était bien au courant des ragots qui circulaient en ville. Les nouvelles se propageaient rapidement dans un endroit comme Redemption. L'embauché reviendrait à inviter ses ragots à sa propre porte. Cela le lierait à elle, ferait de lui un sujet de spéculation. Sa vie était calme, ordonnée et sûre dans sa solitude. Il n'avait aucune envie de changer cela. Mais alors, il la regarda dans les yeux et vit au-delà de la fierté et de la peur. Il vit un désespoir profond et silencieux qui résonnait avec une partie de lui-même qu'il gardait enfermée. C'était le regard d'une personne debout au bord d'une falaise, sans nulle part où aller. Il repensa à la façon dont elle avait reculé à son contact dans la cabane, au cauchemar qui hantait son sommeil. Quel que soit son passé, il l'avait profondément blessé. Ses propres blessures, bien que différentes, résonnaient en lui par sympathie. « Je m'occupe de ma propre maison »,
dit-il finalement d'une voix grave. Mais les comptes du ranch sont en désordre. Je suis plus doué avec un fer à marquer qu'avec un stylo, et il y a toujours du matériel à réparer. Des harnais, des sangles. Il désigna du menton une petite cabane désaffectée, située à quelques centaines de mètres de la maison principale, nichée dans un petit bosquet de peupliers. C'était la cabane d'origine de la propriété. Elle n'est pas grande, mais elle est solide. Vous pourriez y vivre. Je peux vous payer un petit salaire et vous loger. Un immense soulagement l'envahit, à tel point qu'elle sentit ses genoux fléchir. Elle s'était attendue à un refus catégorique, à un rejet froid. Au lieu de cela, il lui avait offert non seulement un travail, mais aussi un foyer, un refuge. « Merci », murmura-t-elle, les mots lui manquant pour exprimer sa gratitude. « Je ne serai pas un fardeau. » Il acquiesça d'un signe de tête bref et sec, comme pour clore le sujet. « Mettez votre cheval dans la grange, Doberman. Nous parlerons des registres demain matin. » Il se retourna, prit sa hache et d'un coup puissant, fendit une bûche en deux, dans un bruit sec et définitif. L'arrangement était conclu. Leur vie s'installa dans un rythme étrange et tranquille. Leur relation de travail était professionnelle, presque formelle. Le matin, elle marchait de sa petite cabane jusqu'à la maison principale, où il lui avait réservé une place au coin de la grande table de la cuisine. Elle y passait des heures, la tête penchée sur les gribouillis de ses registres, mettant minutieusement de l'ordre dans des années d'entrée chaotiques. L'après-midi, elle travaillait dans la grange, où l'odeur du cuir et du foin était réconfortante, ses doigts agiles réparant une sangle cassée ou polissant une selle jusqu'à ce qu'elle brille. Il travaillait pendant de longues heures dans un silence confortable, un silence qui n'était pas vide, mais rempli d'une compréhension mutuelle. Ils étaient deux personnes qui avaient appris à vivre dans leur propre tête et ils respectaient cela chez l'autre. Leur conversation était brève, ponctuée par la nécessité. Les fleurs se font rares. Le poteau de clôture du pâturage ouest est lâche. On dirait qu'il va encore neiger. Mais dans les espaces entre les mots, une lente familiarité commençait à s'installer. Caleb l'observait de loin pendant qu'elle travaillait. Il voyait sa résilience, la façon dont elle s'attaquait à chaque tâche avec une détermination tranquille. Il remarquait sa douceur avec les animaux. Un poulain timide qui fuyait tout le monde venait se frotter contre sa main. Les chats de la grange se faufilaient entre ses jambes en ronronnant. Il voyait en elle une douceur que le monde avait tenté de détruire. Parfois, lorsqu'il rentrait du froid, il trouvait une cafetière sur le feu, une offrande silencieuse. Il ne le reconnaissait jamais, mais une douce chaleur envahissait alors sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ara, à son tour, commença à voir l'homme derrière son apparence bourrue et silencieuse. Elle vit la gentillesse dans la façon dont il traitait ses animaux, sa voix basse et apaisante lorsqu'il s'occupait d'un cheval boiteux. Elle remarqua qu'une pile de bois de chauffage frais apparaissait sur le porche de sa cabane tous les 2 ou 3 jours, une tâche qu'il accomplissait sans qu'elle ait jamais à le lui demander. Un soir, elle le vit debout sur la colline balayée par le vent, regardant les 3 croix de bois, son chapeau dans les mains, les épaules larges affaissées. Dans son immobilité, elle vit un chagrin aussi profond que le sien, et elle ressentit un lien si intense qu'il la surprit. Une nuit, le fragile équilibre de leur monde fut brisé. L'hiver était rude, et les loups qui parcouraient les hautes terres étaient devenus désespérés et audacieux. Leur hurlement était une allergie nocturne à leur faim. Caleb entendit les premiers signes de trouble, un faible et frénétique saignement provenant du troupeau de moutons qu'il gardait dans un pâturage près du ruisseau. Il attrapa son fusil et une lanterne et se précipita hors de la cabane dans la nuit glaciale éclairée par la lune. La scène qui s'offrit à lui était chaotique. Des formes sombres et élancées se déplaçaient parmi le troupeau paniqué, leurs yeux brillants comme des braises malveillantes à la lumière de la lanterne. Il tira un coup de feu en l'air. Le bruit du fusil résonna dans la vallée. Les loups se dispersèrent un instant, mais ne s'enfuirent pas. Ils étaient trop affamés, trop déterminés. Une lumière apparut à la fenêtre de la cabane de Lara. Un instant plus tard, elle courait vers lui, un lourd châle jeté sur sa chemise de nuit. « Qu'y a-t-il » cria-t-elle, la voix aiguë d'inquiétude. « Des loups » grogna-t-il en rechargeant son arme. « Prends la lanterne, essaie de conduire les moutons vers l'enclos principal, vas-y. » Il n'y avait pas de temps pour la peur.
Tous deux attrapèrent une deuxième lanterne dans la grange et, la tenant haut, coururent vers le troupeau terrifié, leurs voix se joignant pour effrayer les prédateurs. Ils travaillèrent ensemble dans l'obscurité glaciale, formant une équipe étrange et désespérée. Ils tiraient, et dans le flash du fusil, elle voyait les mâchoires hargneuses d'un loup. Puis elle courait, agitant sa lanterne, poussant les moutons stupides et paniqués vers la sécurité de l'enclos clôturé. C'est au milieu de ce chaos que cela s'est produit. Aveuglé par la terreur, et s'est enfui, percutant Ahara et la faisant trébucher en arrière. Pour retrouver son équilibre, elle a tendu la main, son bras frottant violemment contre le bord irrégulier d'un poteau de clôture fendu. Elle a ressenti une douleur aiguë et brûlante, mais l'a ignorée. Elle était entièrement concentrée sur la lutte à mort qui se déroulait autour d'elle. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, le dernier mouton fut mis en sécurité dans l'enclos. Caleb tira un dernier coup de feu et les loups restèrent. Leur raid ayant échoué, ils se fondirent dans l'obscurité. Le silence qui s'installa était assourdissant, seulement rompu par leur respiration saccadée et les piétinements nerveux des moutons. Caleb s'approcha d'elle, appuyé contre la clôture, la lumière de la lanterne projetant de longues ombres dansantes. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je vais bien, répondit-elle, bien que son bras la fasse souffrir. Nous n'avons perdu personne. »« Non, dit-il en balayant le paddock du regard. Nous n'avons perdu personne. » Il la regarda à nouveau et son regard se posa sur son bras. « Tu saignes. » Elle baissa les yeux et vit pour la première fois la longue déchirure irrégulière dans la manche de sa chemise de nuit et la tache sombre de sang qui s'étalait sur le tissu. Ce n'est qu'une égratignure. « Laisse-moi voir, » dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Il la conduisit dans la chaleur de la grange. Il alluma une autre lanterne et l'espace fut baigné d'une douce lueur dorée. « Assieds-toi, » ordonna-t-il en lui montrant une botte de foin. Il se rendit à une armoire à fournitures et revint avec un pot de pommade et des linges propres. Ahara s'assit, le cœur encore battant à cause de l'adrénaline provoquée par l'attaque. Elle tendit son bras, essayant de cacher le tremblement de sa main. Il prit doucement son bras, avec une délicatesse surprenante, et remonta le tissu déchiré de sa manche pour mieux voir la blessure, puis il se figea. La coupure causée par la clôture était rouge et enflammée, une ligne de douleur fraîche sur sa peau, mais c'était ce qui se trouvait en dessous, ce que révélait la manche déchirée, qui lui coupa le souffle. Là, sur la chair tendre de son bras, se trouvait une cicatrice. Ce n'était pas une cicatrice causée par un accident. Elle était ancienne, la peau était relevée et plissée, une marque irrégulière et laide qui avait été délibérément brûlée sur elle. C'était une marque. À la lumière constante et impitoyable de la lanterne, il pouvait en distinguer la forme, une lettre S stylisée entrelacée avec un C. Le rancher regarda et resta sans voix. L'air dans la grange devint lourd et étouffant. Le symbole était gravé non seulement dans sa peau, mais aussi dans sa mémoire. Il l'avait déjà vu, des années auparavant, sculpté dans le poteau d'un portail d'une ferme incendiée. C'était la marque de Silas Cain, un nom que les honnêtes gens de la région ne prononçaient qu'à voix basse, synonyme d'ambition impitoyable, de cruauté et de meurtre. Cain était un accapareur de terre, un homme qui prenait ce qu'il voulait et détruisait quiconque se dressait sur son chemin. Il avait disparu il y a des années, chassé du territoire. Du moins, c'est ce que racontait l'histoire. Après un dernier crime brutal, un fermier nommé Miller et sa jeune femme avaient été assassinés pour leurs droits sur la terre et l'eau. Le rapport officiel signé par un marshal territorial était clair. La ferme avait été réduite en cendres. Il n'y avait aucun survivant. Caleb fixait la marque sur le bras d'Allar et une prise de conscience froide et écœurante l'envahit. Le monde semblait basculer sur son axe. Il ne regardait pas une étrangère, une femme au passé mystérieux. Il regardait un fantôme. Il regardait la femme que tout le monde croyait morte dans les flammes avec son mari. Ahara observa son visage. Elle vit la couleur le quitter. Elle vit la façon dont ses yeux étaient fixés sur sa cicatrice avec une expression d'horreur stupéfaite. Elle sentit une honte glaciale familière envahir ses veines. Il était dégoûté. Il était repoussé par la triste vérité qu'elle représentait, la marque de sa ruine. Elle commença à retirer son bras, un sanglot lui serrant la gorge, tout son corps rigide d'humiliation. Elle savait que cela arriverait. Elle savait que personne ne pourrait regarder sa honte sans tressaillir.
Mais la réaction de Caleb n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Il ne lâcha pas son bras. Ses doigts, qui s'étaient relâchés sous le choc, se resserrèrent très légèrement. Un geste qui n'était pas contraignant, mais rassurant. Il regarda la marque, puis son visage, puis la terreur et la honte dans ses yeux. Il vit ses doigts tremblants essayer de prendre l'aiguille et le fil qu'elle avait ramassé pour recoudre sa propre blessure. Il ne dit pas un mot. Il ne pouvait pas. Quel mot aurait-il pu trouver? Au lieu de cela, il prit doucement, prudemment la retirer de ses doigts tremblants. Son toucher était différent à présent. La distance professionnelle avait disparu, remplacée par quelque chose de complètement différent. C'était un toucher empreint d'une terrible prise de conscience, d'un profond respect pour la force inimaginable qu'il lui avait fallu pour continuer à respirer, et d'un instinct protecteur féroce qui montait dans sa poitrine comme un feu soudain et brûlant, avec le soin d'un chirurgien. Il a commencé à recoudre la blessure récente sur son bras, ses grandes mains cailleuses bougeant avec une douceur incroyable. Ara resta figée, trop stupéfaite pour bouger pendant qu'il s'occupait d'elle. Elle avait mal interprété son silence, son immobilité. Elle n'y voyait que du dégoût, la même réaction qu'elle redoutait et attendait du monde entier. Le lien fragile et tacite qu'ils avaient tissé au cours des dernières semaines semblait avoir été irrévocablement rompu. Le fossé qui les séparait semblait désormais aussi large et profond que le canyon qui traversait le pâturage nord. Mais en réalité, pour Caleb Blackwood, le fossé avait disparu. En un instant terrible et silencieux, toute la perception qu'il avait d'elle avait été brisée et reconstruite. Il comprenait enfin sa peur, sa méfiance, sa recherche désespérée et obsédante de l'anonymat. Elle n'était pas une femme avec un secret honteux. Elle était une survivante d'une tragédie indicible. Et dans la grange silencieuse éclairée par une lanterne, un serment tacite prit racine dans son âme. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait avec une certitude inébranlable qu'il ne laisserait pas le monde lui faire du mal à nouveau. Les jours qui suivirent la nuit de l'attaque du loup furent marqués par un changement subtil mais profond. La connaissance de ce qu'Ara avait survécu s'était ancrée profondément en Caleb, modifiant la gravité même de son monde. Il ne parla pas de la marque sur son bras. Le fer aurait été nommé une horreur qu'elle avait lutté si fort pour enterrer. Au lieu de cela, il devint son gardien silencieux, une présence vigilante en marge de sa vie. Le changement ne se manifestait pas dans ses paroles, car il était toujours aussi avare de mots, mais dans ses actions. Une semaine après l'attaque, ils se rendirent à Redemption pour s'approvisionner. C'était un voyage nécessaire, mais Kara redoutait. Alors qu'ils quittaient le magasin, les bras chargés de sacs de farine et de café, Martha Hall et deux de ses compagnes sortirent de la boutique de couturière, leur bloquant le passage. Les yeux de Madame Holt, petits et durs comme des cailloux, se fixèrent sur Ara. « Eh bien, regardez qui est là, » dit-elle d'une voix qui résonna sur la promenade. « Je suis surprise que vous ayez le culot de vous montrer ici après la honte que vous avez infligée à l'établissement de M. Henderson. » Ara se figea, le sang se retirant de son visage. Elle sentit la honte suffocante familière monter dans sa gorge. Elle s'attendait à ce que Caleb continue d'avancer, fasse semblant de ne pas avoir entendu, prenne ses distances avec elle comme l'aurait fait tout homme sensé. Au lieu de cela, il s'arrêta. Il ne dit pas un mot. Il tourna lentement la tête et regarda Martha Holt. Son regard était vide, froid et totalement dépourvu d'émotion. C'était un regard qui évoquait des hivers meurtriers et une patience à toute épreuve. Il soutint son regard pendant 3 longues secondes silencieuses. Le sourire suffisant de Madame Holt vacilla et une lueur d'inquiétude traversa son visage. Elle recula involontairement d'un pas, lui laissant le passage. Caleb fit un léger signe de tête, lui indiquant silencieusement de s'éloigner, puis se tourna vers elle. « Allons-y, » dit-il d'une voix aussi calme qu'une rivière gelée. Il marcha à ses côtés jusqu'au chariot, lui prenant les sacs les plus lourds des bras. Alors qu'ils quittaient la ville, le silence entre eux était lourd de sens. Il l'avait défendu. Il l'avait défendu sans dire un mot. Sa protection se poursuivit au ranch. Il trouva des raisons de travailler près de sa cabane, réparant une partie de la clôture dont elle ignorait qu'elle était cassée, vérifiant le niveau d'eau dans le ruisseau qui coulait à proximité. Il était une ombre dont elle était toujours consciente, une présence qui n'était pas envahissante mais constante. Un matin, elle trouva un fusil appuyé contre le mur de sa cabane, une boîte pleine de cartouches posée à côté sur le porche.
Elle regarda vers la maison principale et le vit qui l'observait depuis sa porte. Il croisa son regard interrogateur et déclara simplement, sa voix portant dans l'air vif du matin, « Cette terre n'est sûre pour personne seul. » Ara se méfiait profondément de ce changement. Son expérience avec les hommes avait été une éducation amère à la trahison et à l'abandon. Elle avait appris que la gentillesse était souvent un masque pour autre chose, une monnaie utilisée pour acheter une dette qu'elle serait plus tard contrainte de payer. Elle ne comprenait pas les motivations de Caleb. Avait-il pitié d'elle? Voulait-il quelque chose d'elle? Les questions tournaient dans sa tête et elle réagissait en se renfermant encore plus sur elle-même, ses conversations avec lui devenant encore plus brèves et fonctionnelles. Elle restait distante, mais elle ne pouvait nier l'effet profond que sa protection discrète avait sur elle dans la petite cabane solide qu'il lui avait donnée. Elle ressentait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas connu depuis son enfance. Les cauchemars qui la tourmentaient depuis des années, remplis de feu et de fumée face à un homme impitoyable, commencèrent à s'estomper. Les nuits n'étaient plus un territoire de terreur qu'elle devait survivre. Elle se mit à dormir jusqu'à l'aube, se réveillant non pas au son frénétique de son propre cœur, mais au doux chant des oiseaux dans les peupliers devant sa fenêtre. Sa présence que son esprit redoutait était devenue une bombe pour son âme blessée. La tension entre eux, fragile lien entre un chagrin inexprimé et une conscience naissante, se resserrait chaque jour davantage. Elle ne reposait pas sur de grandes déclarations, mais sur de petits moments tranquilles qui avaient le poids de conversations entières. Un soir, alors que le crépuscule envahissait le ciel, il la trouva près du ruisseau qui traversait sa propriété. Elle était assise sur un rocher lisse et plat, lui tournant le dos, les épaules secouées de sanglots silencieux. Les raisons de ses larmes pouvaient être multiples. Le souvenir d'une vie volée, la cruauté de la ville, le simple poids écrasant de sa solitude. Caleb ne lui demanda pas. Il savait que certaines peines étaient trop profondes pour être exprimées. Il ne se dirigea pas vers elle, mais vers un autre rocher situé à quelques mètres de là, et s'assit. Il ne parla pas. Il se contenta d'être présent à ses côtés. Sa présence solide et constante était un témoignage silencieux qu'elle n'était pas seule dans son chagrin. Il était une encre dans la mer agitée de ses souvenirs. Il resta assis avec elle tandis que le ciel passait du violet à un noir velouté parsemé d'étoiles. Alors que les bruits de la journée laissaient place au chant des grillons et au ululement d'un hibou, lorsque ses larmes se calmèrent enfin et que ses épaules s'immobilisèrent, il se leva, s'approcha d'elle et lui tendit sans un mot son mouchoir propre et plié. Elle le prit, ses doigts effleurant les siens, et murmura un merci si doux qu'il le sentit plus qu'il ne l'entendit. Un autre jour, ils se rendirent à l'extrémité du ranch pour réparer une partie de la clôture endommagée par un éboulement. Le ciel était clair lorsqu'ils partirent, mais le temps dans les hautes terres était capricieux. Des nuages sombres s'accumulèrent au-dessus des montagnes à une vitesse et une froideur étonnantes. Une pluie battante se mit à tomber. Ils étaient à des kilomètres de la maison principale et furent trempés en quelques minutes. « Il y a une vieille cabane au-delà de cette crête » cria Caleb pour couvrir le bruit de la pluie. « Nous pouvons attendre là-bas. » La cabane était une minuscule structure d'une seule pièce, à peine plus qu'un tas de rondins avec un toit, mais elle était sèche. Ils attachèrent les chevaux sous un petit auvent et se blottirent à l'intérieur. L'espace était si petit que leurs épaules se touchaient presque. Le froid leur avait transpercé les os. Caleb réussit à allumer un petit feu fumant dans la cheminée en pierre délabrée. Ils s'assirent sur le sol en terre battue, épaule contre épaule, partageant une couverture provenant de sa selle, regardant la pluie fouetter la seule vitre sale. La proximité forcée, la chaleur partagée et l'isolement causé par la tempête créèrent une intimité émotionnelle bouleversante. Le silence dans la petite cabane était différent du silence confortable de leur travail. Il était chargé, lourd de toutes les choses qu'ils n'avaient jamais dites. C'est Caleb qui a finalement brisé le silence. Elle s'appelait Sarah, dit-il d'une voix basse et rauque, le regard fixé sur les flammes qui luttaient pour rester allumées. « Ma femme » s'étouffa Ara. Il n'avait jamais parlé de sa famille. Et nous avions un fils, Jacob. Il avait le sourire de sa mère. Une expression douloureuse traversa le visage de Caleb, un chagrin profond et brut qu'il avait caché au monde. La fièvre les emporta tous les deux la même semaine. Jacob partit le premier. Sarah tint bon 2 jours de plus. Je ne pouvais rien faire.
Rien. Il se tut, la confession suspendue dans l'air, crue et douloureuse. Il lui avait donné un morceau de son cœur brisé, une offrande de confiance qui était à la fois un fardeau et un cadeau. Ara ressentit un besoin puissant de le réconforter, mais elle ne savait pas comment. Au lieu de cela, elle lui offrit en retour un petit morceau d'elle-même, sans danger. « Mon père », commença-t-elle d'une voix à peine audible. « Il m'emmenait me promener dans les prairies derrière notre maison. Il m'a appris le nom de toutes les fleurs sauvages, les castillejas, les campanulés, les ahers sauvages. » Un léger sourire triste effleura ses lèvres. Il disait que si l'on connaissait le nom d'une chose, on ne pouvait jamais vraiment la perdre. C'était une petite marque de confiance, un souvenir d'avant que sa vie ne soit bouleversée, mais pour eux, dans cette petite cabane battue par la pluie, c'était monumental. Ils n'étaient plus seulement un éleveur et son employé. Ils étaient deux personnes qui avaient regardé dans l'abîme de la perte et s'étaient montré leurs cicatrices. Au cours des semaines qui suivirent, Caleb se mit à se rendre plus souvent dans des villes lointaines, prétextant son commerce de bétail. Il se rendait à Miles City, ou même plus au nord, dans des endroits où les hommes se rassemblaient et échangeaient des histoires comme de la monnaie, dans des saloons poussiéreux et des magasins généraux tranquilles. Il posait discrètement des questions, d'un air désinvolte, dissimulant ses interrogations sous des discussions sur les prix des terres et les restes de bétail. Il s'enquit de Slaughter. Il apprit que la version officielle était un mensonge, une histoire inventée par un shérif acheté et payé. Kane n'avait pas été chassé du territoire. Il était simplement devenu plus intelligent, plus puissant, transférant ses activités dans le monde des affaires légitimes, utilisant des avocats et des contrats au lieu d'armes à feu. Bien que la menace de violence ait toujours été présente, Caleb reconstitua la véritable histoire de ce qui était arrivé à la famille d'Arara. Son mari, Daniel Miller, possédait une petite ferme prospère avec de riches droits d'eau que Kane convoitait lorsque Daniel refusa de vendre. Kane et ses hommes vinrent pendant la nuit. Ils avaient assassiné Daniel et l'avaient laissé pour mort dans l'incendie qui avait ravagé sa maison. Ils lui avaient tout pris. Cette révélation s'était installée dans le ventre de Caleb comme une pierre froide et dure, transformant son vœu silencieux en un objectif. La transhumance était une tâche automnale nécessaire, consistant à déplacer le troupeau des pâturages d'été vers les vallées abritées pour l'hiver. C'était un travail difficile et poussiéreux qui durait plusieurs jours. Forara, qui avait prouvé qu'elle était une cavalière compétente, c'était l'occasion pour elle de gagner sa vie et d'être sous le vaste ciel ouvert, loin des regards indiscrets de la rédemption. La dernière nuit de la transhumance, ils campèrent près d'un petit ruisseau gargouillant. Le bétail était calme. La journée de travail était terminée. Ils s'assirent près du feu de camp crépitant, dont les flammes repoussaient l'immense obscurité de la nuit dans la prairie. Au-dessus d'eux, le ciel était une couverture de velours noir parsemée d'1 million de diamants scintillants. La vulnérabilité et la confiance qu'ils avaient construites petit à petit. Dans la cabane détrempée par la pluie et près du ruisseau, les larmes finirent par couler. Caleb la regarda, la lumière du feu dansant dans ses yeux. Transformant ses cheveux en fil d'or, il vit la force dans sa mâchoire, la résilience qui lui avait permis de survivre à l'inimaginable. Il ne voyait pas la victime de Silas Kane, mais la femme qui avait refusé d'être détruite, la femme qui lui avait appris ce qu'était le vrai courage. La solitude qui avait été sa compagne constante pendant 7 longues années lui semblait soudain insupportable, éclipsée par une affection naissante qu'il ne pouvait plus nier. Il se pencha en avant, lentement, timidement. Il leva la main et écarta doucement une mèche de cheveux de sa joue, son pouce cailleux caressant sa peau pendant une fraction de seconde. Elle retint son souffle mais ne se retira pas. Il vit la question dans ses yeux et une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. De l'espoir. Il se pencha et l'embrassa. Ce fut d'abord hésitant, une douce pression de ses lèvres sur les siennes, une question posée sans mots. Elle resta immobile, ses lèvres sans réponse pendant un instant, et il crut avoir commis une terrible erreur. Mais elle poussa alors un petit soupir tremblant et lui rendit son baiser. C'était un geste désespéré et plein d'espoir. Une vie entière de peur, de solitude et de désir se déversa dans un seul contact hésitant, encouragé. Son baiser s'intensifia, devenant un courant de toutes les émotions refoulées qu'il avait gardées enfermées. Son chagrin,
sa solitude et de l'affection puissante et inattendue qu'il ressentait pour cette femme brisée, belle et incroyablement forte. Ce fut un moment d'espoir pur et sincère dans une vie qui avait été marquée par la tragédie pour eux deux. Sous le regard vaste et indifférent des étoiles, à la chaleur d'un petit feu temporaire, deux âmes solitaires trouvèrent une lueur d'espoir l'une dans l'autre. Une promesse que la survie n'était pas la fin de l'histoire, mais peut-être seulement le début. L'espoir fragile, né sous un ciel étoilé, était aussi éphémère qu'un lever de soleil dans le désert. C'était une chaleur que Caleb et lui avaient rapportée avec eux après avoir conduit le bétail. Une lueur calme et timide qui illuminait les recoins de leur vie solitaire. Pendant quelques semaines, une apparence de paix s'installa sur le ranch. Ils travaillèrent en côte à côte. Le silence entre eux était désormais rempli d'une intimité confortable. Le souvenir de leur baiser était une présence constante et tacite. Mais l'Ouest était un endroit qui avait peu de patience pour la paix. Et le serpent qu'ils croyaient disparu depuis longtemps était sur le point de se dérouler au cœur de leur monde. Le changement arriva sous forme de rédemption, non pas avec le bruit des sabots et les coupes de feu, mais avec la progression silencieuse et inexorable de trois nouveaux wagons étincelants. Un groupe d'hommes en costume de ville et bottes cirées monta sur la passerelle poussiéreuse, leur présence aussi étrangère qu'une locomotive à vapeur dans un pâturage pour chevaux. C'étaient des géomètres avec leurs trépieds et leurs chaînes et des agents avec leurs mallettes en cuir et leurs sourires confiants. Ils parlaient de l'avenir, d'une nouvelle société de promotion immobilière, d'un embranchement ferroviaire et de la prospérité qu'il apporterait à la vallée. Leur chef était un homme qui imposait le respect sans jamais élever la voix. Il était beau, la quarantaine bien sonnée, avec des tempes grisonnantes et un sourire qui semblait à la fois sincère et prédateur. Ses yeux, cependant, étaient aussi froids et gris que le ciel d'hiver. Sans aucune trace de la chaleur que promettait son sourire, il se présenta au conseil municipal et aux marchands ambulants sous le nom de M. Silas Kane. Il n'était pas revenu en tant que hors-la-loi de légende, mais en tant que capitaine d'industrie légitime, ses crimes passés ayant été effacés par l'argent et le temps. Il était enveloppé d'une aura de respectabilité et était venu revendiquer la vallée qu'il avait toujours considérée comme sienne. Ara était en ville ce jour-là, un voyage rare qu'elle avait fait seule. Elle ressentait une confiance nouvelle, une légèreté dans ses pas qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle se tenait devant le magasin, indécise devant une bobine de fil. Lorsqu'elle l'aperçut, il se trouvait de l'autre côté de la rue, en train de parler avec le maire, la posture détendue, les gestes amples. Pendant un instant, son esprit ne l'enregistra pas. C'était un étranger, juste un des nouveaux venus. Puis il tourna la tête, et le soleil de l'après-midi éclaira son visage sous un angle précis, et le monde s'arrêta. C'était lui, plus âgé, plus raffiné, mais c'était le même homme que celui de ses cauchemars, avec les mêmes yeux froids, la même ligne cruelle à la bouche que son sourire ne parvenait jamais tout à fait à cacher. La bobine de fil glissa de ses doigts engourdis et roula dans la poussière. Les bruits de la ville, le cliquetis du marteau du forgeron, le grondement d'un chariot qui passait, le murmure des conversations, tout s'estompa en un rugissement assourdissant dans ses oreilles. Elle était paralysée. Un lapin pris dans le regard d'un serpent. Chaque cellule de son corps hurlait, un cri silencieux et primitif de pure terreur. Tous les progrès qu'elle avait accomplis, les nuits qu'elle avait passées sans peur, la fragile confiance qu'elle avait établie avec Caleb, tout cela volait en éclats. Le passé n'était pas le passé. Il était là, debout dans la rue ensoleillée de la Rédemption, vêtu d'un beau costume et arborant un sourire charmant. Sa paralysie prit fin et un seul instinct prit le dessus, la fuite. Elle se retourna et courut. Elle ne se soucia pas du cheval et de la calèche qu'elle avait conduit en ville. Elle courut à pied hors de la ville et sur la longue route poussiéreuse qui menait au ranch, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Elle ne sentait pas les cailloux sous ses chaussures fines ni le soleil qui lui brûlait le crâne. Elle ne voyait que son visage, ne ressentait que l'étreinte glaciale de la terreur. Elle pensait avoir échappé pour toujours. Caleb était dans la grange en train de réparer un harnais lorsqu'il la vit courir sur la route. Il n'avait jamais vu personne courir avec une panique aussi frénétique et irrationnelle. Il laissa tomber le harnais et alla à sa rencontre alors qu'elle trébuchait dans la cour. Le souffle court,
entre deux sanglots douloureux. Il tendit la main vers elle, mais elle recula, les yeux écarquillés d'une horreur si profonde qu'il en eut des frissons dans le dos. Elle ne semblait pas le voir, et elle courut devant lui jusqu'à sa petite cabane et claqua la porte. Il la suivit, le cœur battant à tout rompre, envahi par une froide terreur. Il poussa la porte et la trouva dans un état de chaos frénétique. Elle jetait ses maigres possessions, une robe de rechange, une brosse, un petit livre, dans un sac en toile. Ses mouvements étaient saccadés, désordonnés, son visage était un masque d'horreur pure et sans mélange. « Ara !» dit-il d'une voix aiguë. « Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? » Elle leva les yeux vers lui, mais son regard le traversait, voyant autre chose, quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « S'il te plaît, pas encore, » supplia-t-elle, la voix brisée, se transformant en un murmure désespéré et implorant. « Tu ne comprends pas. Nous devons partir. Il va tout détruire. Il va te détruire. » Les mots du titre de l'histoire qu'il essayait de reconstituer dans son esprit avaient enfin été prononcés, et ils étaient 1000 fois plus terribles qu'il n'aurait pu l'imaginer. Sa confusion se transforma en une certitude soudaine et écœurante. Qui, Ara? Qui est en ville? Cain? Elle souffla, le nom comme un poison sur ses lèvres. Silas Cain. Le nom résonna dans la cabane silencieuse comme un coup physique. Une boule de colère froide et dure se forma dans l'estomac de Caleb. Une rage si pure et si profonde qu'elle était presque apaisante. Le diable était donc revenu à la maison. Il traversa la pièce en 2 longues enjambées et prit doucement mais fermement ses mains, mettant fin à leurs préparatifs frénétiques. Il la serra contre sa poitrine, sentant les violents tremblements qui secouaient son corps. « Tu ne vas nulle part », lui dit-il d'une voix basse et ferme, empreinte d'une détermination absolue. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « C'est ici chez toi. Tu m'entends? C'est ici chez toi. Je ne le laisserai pas te toucher. » Il faisait une promesse non seulement à elle, mais aussi aux fantômes de son propre passé, à la mémoire de la famille qu'il n'avait pas su protéger. Cette fois-ci, ce serait différent. Silas Cain ne la reconnut pas tout de suite. Dans ses souvenirs, elle était une adolescente maigrelette et terrifiée. La femme qui vivait désormais dans le ranch de Caleb Blackwood lui était étrangère. Pour l'instant, il se concentrait uniquement sur les affaires. Ses géomètres avaient cartographié toute la vallée et leurs conclusions confirmaient ce qu'il savait déjà. Le ranch Blackwood était la clé. Il possédait les terres les plus fertiles, le bois de la meilleure qualité et, surtout, il contrôlait la principale source d'eau de toute la région. Pour contrôler la vallée, il devait contrôler le ranch Blackwood. Il commença sa campagne d'intimidation avec la subtilité d'une araignée tissant sa toile. Il n'arriva pas avec des hommes armés. Au lieu de cela, un avocat poli et bien habillé se présenta à la porte de Caleb avec une pile de documents officiels. Les papiers faisaient état d'un litige concernant la limite sud, citant un levé topographique inconnu datant de plusieurs décennies qui, s'il s'avérait valide, céderait la principale source d'eau de Caleb à la Société de développement de Cain. Il s'agissait d'une fiction juridique, d'une invention destinée à le saigner à blanc avec les frais de justice et les honoraires d'avocat. Lorsque Caleb expulsa l'homme de sa propriété, Cain envoya des géomètres qui commencèrent à planter des piquets sur les terres de Caleb. Leur présence était une provocation constante et silencieuse, et ses agents en ville lui adressaient des menaces voilées, des avertissements amicaux sur les dangers de faire obstacle au progrès, des allusions à la facilité avec laquelle des accidents pouvaient se produire dans une région aussi sauvage. La ville de la Rédemption, désespérée d'obtenir la prospérité promise par Silas Cain, se retourna contre Caleb avec un pragmatisme rapide et brutal. Les murmures qui visaient autrefois alors l'incluaient désormais lui aussi. C'était un imbécile têtu, un obstacle. Martha Holt dénonça haut et fort son égoïsme, du fait qu'il privait toute la vallée d'un avenir prospère pour ses propres raisons égoïstes. Les préjugés s'étendaient désormais à eux deux. Ils étaient rejetés, isolés. Le forgeron se trouva soudain trop occupé pour ferrer les chevaux de Caleb. Les prix pratiqués par M. Henderson pour leur fourniture doublèrent mystérieusement. Ils étaient complètement seuls, à la dérive dans un océan d'hostilité. Leurs seuls alliés étaient quelques vieux rancheurs têtus qui avaient connu le père de Caleb
et qui partageait sa méfiance envers les hommes de la ville aux beaux discours. Le plus fidèle d'entre eux était Jedediah Mills, un vieil homme nerveux et vieux grincheux doté d'un sens aigu de la loyauté et d'une haine profonde pour les tyrans. Cain est un serpent à sonnette dans un beau manteau, avait dit Jed à Caleb, en crachant un jet de jus de tabac dans la poussière. Ne lui tourne pas le dos. La pression extérieure, la menace constante n'ont pas brisé Caleb et Arahara. Elles les ont soudés, faisant fondre le reste de leur incertitude. Leur amour, né dans des moments tranquilles et scellé par un simple baiser, n'était plus fragile. Il était devenu leur seule source de force, leur refuge dans la tempête. La peur qui l'avait autrefois fait reculer devant son contact avait été remplacée par un besoin désespéré de la sécurité qu'elle ne trouvait que dans ses bras. Son chagrin, autrefois un fardeau solitaire, était désormais un poids partagé, allégé par sa présence. Leur nouvelle réalité exigeait une nouvelle préparation. Un après-midi, Caleb prit le fusil qu'il lui avait donné et l'emmena dans une clairière tranquille. « Tu dois savoir comment t'en servir, » dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Pas seulement le tenir, mais l'utiliser. Il lui apprit à tirer. Les leçons étaient intimes et intenses, une préparation à une guerre qu'il priait pour qu'elle n'ait pas lieu. Il se tenait derrière elle, son grand corps la protégeant, ses mains couvrant les siennes, plus petites, sur la crosse du fusil. Il lui montra comment le caler contre son épaule, comment viser le long du canon, comment appuyer sur la détente sans broncher. Sa poitrine était pressée contre son dos, et sa voix grave murmurait régulièrement à son oreille. « Expire lentement, lui disait-il. Reste immobile, juste une seconde. C'est tout ce qu'il faut. » Le contact physique nécessaire était chargé d'une passion tacite, d'une affirmation désespérée de la vie face à l'obscurité envahissante. Lorsqu'elle tira le premier coup, le recul du fusil la secoua. Il la maintint stable. Quand elle toucha la boîte de conserve qu'il avait placée sur un poteau de clôture éloigné, un petit sourire triomphant effleura ses lèvres, et il ressentit une vague de fierté et une tendresse profonde et douloureuse. Le point de rupture survint une semaine plus tard. Un événement tragique qui renforça leur détermination et balaya toute illusion selon laquelle ce conflit pouvait être réglé par des avocats ou de l'obstination. Jedediah Mills fut retrouvé mort au fond d'un ravin rocheux escarpé à la lisière de sa propriété. Son chariot de ravitaillement était renversé à côté de lui, son contenu éparpillé. Le shérif de la ville, un homme qui s'était montré clairement à la solde de Silas Cain, a conclu à un accident, à un tragique malheur. Il a déclaré « Le vieil homme a dû perdre le contrôle de son attelage. » Mais Caleb et Darla savaient que ce n'était pas le cas. Caleb s'est rendu sur les lieux de l'accident et a vu ce que le shérif avait choisi d'ignorer. Il avait vu les traces de 2 autres chevaux équipés d'un type de fer à cheval que n'utilisait aucun des éleveurs locaux. Il avait vu les profondes entailles artificielles dans la terre, là où le chariot avait été délibérément poussé hors du sentier étroit, et il avait vu l'expression de terreur figée sur le visage de son vieil ami. Ce n'était pas un accident. C'était un message délivré avec une efficacité froide et brutale. Voilà ce qui arrive à ceux qui soutiennent Caleb Blackwood. Cette nuit-là, la lueur d'espoir qu'ils avaient ressentie après leur premier baiser fut complètement éclipsée par la certitude de la violence. Ils s'assirent dans la cabane de Caleb, le silence lourd de chagrin et d'une terrible lucidité naissante. Ara regarda Caleb, les yeux clairs et fixes. La terreur qu'il avait consumée avait disparu, brûlée et remplacée par un cœur d'acier. « Je ne peux plus fuir, dit-elle d'une voix calme mais ferme. J'ai fui une fois et cela n'a servi à rien. Il m'a retrouvé. Si je fuis à nouveau, il fera du mal à quelqu'un d'autre. Il te fera du mal. » Elle comprit enfin qu'elle ne pouvait pas échapper à son passé. Elle devait se retourner et l'affronter, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la mémoire de Jed et pour l'homme qui se tenait désormais à ses côtés. Caleb la regarda, impressionné par l'incroyable force qui avait surgi des cendres de sa peur. Il savait qu'elle avait raison. Son propre objectif s'était également cristallisé. Il ne s'agissait plus seulement d'un combat pour défendre ses terres contre un promoteur immobilier cupide. C'était un combat pour la justice. C'était un règlement de compte pour la vie de Jedediah Mills. Et c'était un règlement de compte final attendu depuis longtemps pour ce que Silas Cain avait fait à Alara et à son mari il y a toutes ces années. Il ne pouvait pas se contenter de défendre. Il devait attaquer. Il devait cesser d'être des victimes.
Ils devaient devenir ce que Silas King craignait le plus, ceux qui le verraient tomber. La décision de riposter était une déclaration de guerre silencieuse, un serment fait à l'ombre de la tombe récente d'un ami. Mais leur ennemi n'était pas un homme qui s'engageait dans une bataille honorable. Silas Kane préférait observer de loin, tirer les ficelles et regarder son plan étouffer lentement la vie de ses adversaires. Pendant des semaines, il semblait se contenter de laisser la pression de ses poursuites judiciaires et l'ostracisme de la ville faire le travail à sa place. C'était un prédateur patient, intrigué par une proie qui refusait de se soumettre. Il était particulièrement intrigué par la femme qui se tenait aux côtés de Caleb Blackwood. Il l'avait vue en ville le jour où Blackwood avait toisé Martha Hall. Il avait remarqué son attitude rebelle, cette étincelle dans les yeux d'une femme qu'il avait prise pour une autre épouse terne de fermier. Il y avait quelque chose de familier dans la ligne de sa mâchoire, dans le profil de son cou. Il commença à observer le ranch Blackwood à distance, à l'aide d'une longue vue depuis une haute crête qui surplombait la propriété. Un après-midi, il les vit. Caleb et la femme travaillaient ensemble, réparant une partie de la clôture détruite par la dernière tempête. Elle se déplaçait avec une grâce fluide et une force surprenante, tendant des outils à Caleb, tenant les poteaux fermement pendant qu'il les enfonçait dans la terre dure. Le vent souleva ses cheveux, les écartant de son visage, et pendant un long moment, son profil fut parfaitement éclairé. Silas se figea, la longue vue immobile dans sa main. Les années s'évanouirent, et il ne regardait plus une employée du ranch. Il regardait le fantôme d'Abigail Miller. Non, ce n'était pas son nom. Ara, c'était ça, la fille qu'il avait laissée pour morte dans une ferme en feu. Un sourire lent et froid se dessina sur son visage. Ce n'était pas une complication. Ce n'était pas une affaire qu'il n'avait pas réussi à régler. C'était un prix qu'il n'avait pas réussi à réclamer. Cette prise de conscience le remplit d'une excitation prédatrice, d'un frisson bien plus puissant que la simple acquisition d'une terre. Il se souvenait de sa terreur. La façon dont elle s'était battue contre lui, ce souvenir était enivrant. La retrouver ici, vivante et rebelle, aux côtés de l'homme même qui se dressait sur son chemin, c'était un coup du sort si parfait qu'il ne pouvait être qu'une invitation. Il ne se contenterait pas de prendre la terre, il la prendrait elle aussi. Il achèverait ce qu'il avait commencé il y a toutes ces années et la briserait si complètement qu'il ne resterait plus que son empreinte sur son âme. Il savait qu'il devait la séparer de la protection de Blackwood. Il attendit, avec une patience absolue, jusqu'à ce qu'il voie son opportunité. Quelques jours plus tard, il regarda Caleb partir à cheval vers les hauts pâturages. Une longue journée de travail l'attendait. Ara était seul. Il descendit de la crête, son approche désinvolte, comme s'il n'était qu'un voisin venu faire une promenade. Il la trouva près du ruisseau, en train de cueillir de la menthe sauvage. Elle entendit le bruit des sabots de son cheval et leva les yeux. Elle tenait un panier à la main. Lorsqu'elle le vit, le panier tomba et son contenu se répandit sur le sol humide. Elle pâlit et la terreur dont il se souvenait si bien revint dans ses yeux. « Ara » dit-il d'une voix douce et soyeuse. Il descendit de sa selle avec la grâce d'un félin. « C'est bien Ara, n'est-ce pas? Je dois avouer que je ne t'ai pas reconnue au premier abord. Tu es devenue une très belle femme. Elle ne pouvait ni parler, ni bouger. Ses pieds étaient cloués sur place. Tout son être était consumé par la présence monstrueuse devant elle. Il fit un pas vers elle, ses yeux froids la parcourant de haut en bas. « Je me suis souvent demandé ce que tu étais devenue, dit-il d'un ton conversationnel, comme s'ils étaient de vieilles connaissances. C'est dommage pour ton mari, Daniel. C'était un homme têtu. L'entêtement est un défaut fatal dans ce pays. Il fit une pause, laissant ses paroles cruelles faire leur effet. Il cria « ton nom » à la fin. Le savais-tu? Un sanglot étouffé s'échappa de ses lèvres. Il sourit. Mais nous ne devons pas nous attarder sur le passé désagréable. Il continua, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure complice. Nous devrions parler de l'avenir. Ton avenir. Il fit un geste vague en direction du ranch. Cet homme, Blackwood, est lui aussi têtu. Je vois en lui la même fierté stupide que Daniel avait, et je détesterais voir son histoire se terminer de la même manière. Il laissa la menace planer dans l'air pendant un long moment avant de prononcer son ultimatum. Tu as donc le choix. Tu peux convaincre ton éleveur d'être raisonnable, lui faire signer les papiers, me vendre ses terres et partir. Et toi, ma chère Lara, tu viendras avec moi. Je prendrai soin de toi.
Tu auras tout ce que tu pourrais désirer. Il tendit la main et effleura une mèche de ses cheveux. Elle tressaillit comme si son contact était un fer brûlant. Ou bien, dit-il d'une voix dure comme la pierre, tu peux refuser et me regarder le détruire. Je ne serai pas aussi rapide avec lui que je l'ai été avec Daniel. Je lui enlèverai sa vie petit à petit, ses terres, son bétail, sa fierté, et quand il n'aura plus rien, quand il sera brisé et qu'il mendiera dans la boue, je le tuerai. Et sa mort, comme celle de Daniel, sera de ta faute. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, qu'elle supplie, qu'elle s'effondre. Il avait vu cela 100 fois auparavant, mais quelque chose en elle, quelque chose forgé dans les flammes de son passé et tempéré par la force tranquille qu'elle avait trouvée auprès de Caleb, refusait de céder. La terreur était toujours là, un nœud froid et écœurant dans son estomac. Mais un autre sentiment montait en elle pour la contrer, une haine pure et incandescente. Cet homme lui avait pris son amour. Sa maison, son nom, il n'en prendrait pas d'autre. Elle leva le menton, les yeux, bien que remplis de pipre. Elle soutint son regard sans faiblir. « Je te reverrai en enfer avant de te laisser le toucher », dit-elle d'une voix baissée, pas tremblante, mais remplie d'une force d'acier qu'il n'avait pas anticipée. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise. Puis son sourire revint, plus large et plus prédateur qu'auparavant. C'était encore mieux qu'il ne l'avait imaginé. « Qu'il en soit ainsi », murmura-t-il. Sa défiance ne l'avait pas dissuadé. Elle avait scellé son destin et alimenté son obsession. Silas Cain tint parole. Les attaques contre le ranch s'intensifièrent, passant du harcèlement légal au sabotage pur et simple. Un matin, Caleb trouva une douzaine de ses meilleurs bovins morts près du ruisseau. Leurs corps étaient gonflés, de la mousse blanche coulait de leur bouche. L'eau, leur source de vie, avait été empoisonnée. La perte financière était colossale, mais le choc spirituel était pire encore. C'était un acte de violation profonde, une profanation de la terre qu'il aimait. 2 semaines plus tard, la prochaine attaque eut lieu. Au milieu de la nuit, un rugissement tonitruant réveilla Caleb et Harara. Ils coururent dehors et découvrirent un spectacle terrifiant. Une grande partie de leur troupeau, des centaines de bovins galopaient sauvagement à travers la vallée, les yeux écarquillés de panique. Des cavaliers à moitié gelés, le visage dissimulé par des bandanas, tiraient des coups de pistolet en l'air, poussant le troupeau directement vers la clôture nord. Les bovins ont enfoncé la solide clôture comme si elle était faite d'allumettes, se dispersant dans la nature sauvage. Beaucoup d'entre eux ont été perdus à jamais. La ruée avait servi un autre objectif. Ben, un jeune ouvrier agricole que Caleb avait embauché pour la saison. Un garçon loyal de 17 ans dormait dans la cabane près de la clôture. Le bétail avait envahi la petite structure, la piétinant jusqu'à la réduire en copeaux. Ils l'ont retrouvé dans les décombres, la jambe écrasée, le corps couvert d'ecchymoses. Il était vivant, mais à peine. La pression était immense. Une campagne calculée visant à les ruiner financièrement, à briser leur morale sous une vague incessante de pertes et de violence. Caleb s'est assis près du feu tard dans la nuit, après le départ du médecin, le visage sombre et impassible. Il voyait les conséquences que cela avait sur elle. Malgré son attitude rebelle au bord du ruisseau, la peur constante était revenue dans ses yeux. Elle sursautait au moindre bruit et les cauchemars étaient revenus avec une vengeance. Il regardait sa vie, le ranch que son père avait construit, le jeune homme qui gisait maintenant mutilé dans son dortoir. La femme qu'il aimait vivait dans un état de terreur constante. Le poids de tout cela l'écrasait. « Nous devrions partir », dit-il, les mots ayant le goût de cendre dans sa bouche. Hara, qui fixait les flammes, leva les yeux, l'air choqué et incrédule. « Qu'est-ce que tu as dit? »« J'ai dit que nous devrions partir, » répéta-t-il d'une voix neutre. « Il n'arrêtera pas. Il nous tuera tous les deux. Hara, je peux vendre le ranch. Nous pouvons prendre l'argent et partir quelque part où il ne nous trouvera jamais. En Californie, en Oregon, n'importe où, il lui offrait exactement ce qu'elle avait autrefois supplié d'avoir, une chance de s'enfuir. Mais maintenant, cela ressemblait à une capitulation, à une trahison. « Non, dit-elle d'une voix aiguë, nous ne pouvons pas. Nous avons dit que nous nous battrions. »« Nous battrions avec quoi ?» rétorqua-t-il. Sa frustration et sa peur débordaient. Il est au-dessus des lois. Il a plus d'hommes, plus d'argent. Jed est mort, Ben est à moitié mort.
Combien d'autres personnes devront souffrir avant que j'accepte que je ne peux pas te protéger ici? Son visage se décomposa et la dispute brute et émotionnelle qu'il avait involontairement déclenchée rouvrit ses blessures les plus profondes. Alors c'est tout? Pleura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu veux fuir à cause de moi? Parce que tu penses que je suis faible? Non, je veux fuir parce que je t'aime et que je ne supporte pas de voir ce qu'il te fait subir. Ce que tu ne supportes pas, c'est mon passé, rétorqua-t-elle, la voix brisée par un désespoir qui venait du plus profond de son être. Tu ne comprends donc pas? Peu importe où nous allons, c'est moi qui le veux. C'est moi qui provoque tout cela. Je suis maudite. Caleb, tout ce que je touche, tous ceux que j'aime, ils sont détruits. Daniel, Jed, et maintenant toi. Je n'apporte que la mort. Ce fut un moment de profonde obscurité, une confession de la croyance la plus profonde et la plus terrifiante qu'elle avait d'elle-même. Elle ne se voyait pas comme une victime, mais comme un fléau. Caleb la regarda fixement, sa propre colère se dissolvant face à son immense douleur. Il traversa la pièce et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. Il la serra contre lui et la força à le regarder, son regard intense, voulant qu'elle voie la vérité. « Ne dis jamais cela, dit-il, la voix chargée d'émotion. Tu n'es pas une malédiction, tu es une survivante. As-tu la moindre idée de la force qu'il t'a fallu pour survivre à ce qu'il t'a fait subir, pour te lever chaque jour et continuer à respirer? Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Il la serra plus fort, refusant de la laisser s'éloigner. Notre amour l'un pour l'autre n'est pas une faiblesse. Ara, c'est la seule chose qu'il ne peut pas comprendre, et la seule chose qu'il ne peut pas briser. Il pense pouvoir nous détruire en prenant mes terres, mon bétail. Mais il se trompe. Il se pencha vers elle, son front reposant contre le sien. « Perdre ce ranch n'est rien, murmura-t-il. Te perdre serait la fin de mon monde. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage qui la tirait hors de l'abîme de son désespoir. Elle le regarda, vit l'amour féroce et inébranlable dans ses yeux, et elle se permit enfin d'y croire. Elle n'était pas une malédiction. Elle était une survivante, et elle était aimée. Leur amour et leur désir, forgés dans la tragédie et cimentés dans ce moment de désespoir partagé, débordaient. Il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à son lit. Ils firent l'amour pour la première fois, un acte qui était bien plus que physique. Pour Ara, c'était de la reconquête d'un corps qui avait été source de honte et de traumatisme, une redécouverte provocante du plaisir et de la tendresse. Pour Caleb, c'était l'affirmation d'un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible face à la mort et à la destruction. Ils choisirent la vie, ils se choisirent l'un l'autre. Leurs corps et leurs âmes s'unirent dans un serment silencieux et puissant. Après cela, ils restèrent allongés dans l'obscurité silencieuse, leurs membres enchevêtrés, la tempête de leurs émotions enfin passée, laissant derrière elles une certitude calme et claire. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Le temps de la défense était révolu. Le temps de réagir à ces attaques était terminé. « Nous devons l'arrêter, murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je sais, répondit-il d'une voix grave et assurée à son oreille. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qu'il a blessés. Ils ne seraient plus les victimes de Sir Luce Kane. Ils causeraient de sa perte. Le résultat de leur décision ne fut pas une vague d'action frénétique, mais une descente dans un calme froid et délibéré. Le feu de leur amour s'était transformé en acier durci par la détermination. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre Silas Kane par la force. Il avait plus d'hommes et moins de scrupules. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le vaincre avec la loi. Ils l'avaient acheté comme n'importe quelle autre marchandise. Leurs seules armes étaient celles qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Leur connaissance intime de cette terre impitoyable et sa propre cupidité sans fond. Leur plan naquit dans le calme des heures précédant l'aube, esquissé sur la surface poussiéreuse de la table de la cuisine. Caleb connaissait un endroit à l'extrême nord de sa propriété, un canyon étroit et dangereux qu'il appelait la gueule du diable. C'était le cauchemar des géologues, un endroit où les rochers s'effritaient et où les glissements de terrain étaient imprévisibles. Mais ces pierres cartifères avaient toujours laissé entrevoir une lueur d'espoir. C'était l'endroit idéal pour tendre un piège. L'appât serait l'argent. Caleb se rendit à cheval dans une ville située à 80 km à l'est, un endroit où il n'était pas connu et où l'influence de Cain était faible. Il se rendit au bureau du SA avec une pochette en cuir remplie de pierres
qu'il avait soigneusement saupoudré d'une petite quantité de poussière d'argent achetée à un prospecteur fatigué. Il fit mine d'être discret, sa conversation à voix basse avec l'essayeur étant juste assez forte pour être entendue par les autres hommes présents dans le bureau. Il repartit avec un document certifié attestant que ces échantillons contenaient une quantité prometteuse d'argent. Il savait que Kane avait des yeux et des oreilles partout. La rumeur d'une découverte d'argent au ranch Blackwood lui parviendrait en quelques jours. C'était un appât si puissant, si parfaitement adapté à l'avarice de Kane qu'il serait incapable d'y résister. L'appât était lancé. La nouvelle se répandit dans tout le territoire comme un feu de prairie, une rumeur chuchotée qui se transforma en rugissement. Caleb Blackwood, cet imbécile têtu, était assis sur une mine d'argent depuis le début. Silas Kane entendit la nouvelle et rit, d'un rire froid et sans humour. C'était la dernière pièce parfaite de son puzzle. Blackwood avait été provocateur, non par orgueil stupide, mais parce qu'il cachait une fortune. Cette prise de conscience scella le sort de Caleb dans l'esprit de Kane. Il n'allait pas se contenter de prendre la terre maintenant. Il prendrait l'argent qui se trouvait dessous. Il ne se soucia pas de ses avocats. Ce n'était pas une affaire de contrat devant les tribunaux. C'était une question d'acquisition rapide et définitive. Pensant que Caleb serait dans le canyon isolé, distrait et vulnérable alors qu'il travaillait sur sa nouvelle concession, Silas rassembla son groupe d'hommes de confiance. Ils étaient 6, des durs à cuire qui le suivaient depuis des années. Leur loyauté avait été achetée avec du sang et de l'argent. Ils quittèrent un Redemption à cheval, sous le couvert d'une nuit sans lune. Leurs sacoches étaient remplies de munitions et leurs cœurs de meurtre. Ils avaient l'intention de tendre une embuscade à Caleb Blackwood, de s'emparer de sa concession et de ne laisser aucun témoin de la transaction. La mâchoire du diable était encore plus menaçante dans la pénombre qui précédait l'aube. C'était une profonde cicatrice dans la terre, avec des parois rocheuses imposantes qui semblaient se pencher les unes vers les autres, bloquant le ciel. L'air était froid et immobile, et le seul bruit était celui des graviers sous les sabots de leurs chevaux. C'était un endroit qui semblait ancien et hostile, un endroit qui ne tolérait pas les imbéciles. Caleb et Tara étaient déjà là, attendant. Ils avaient passé la dernière journée à se préparer. Tara n'était pas cachée au ranch. Elle jouait un rôle crucial dans le plan. Caleb l'avait conduite sur un sentier escarpé et caché jusqu'à une haute crête qui surplombait l'entrée du canyon. De là, elle avait une vue dégagée sur toute la longueur du passage étroit. Elle était allongée sur un affleurement rocheux plat. Le fusil que Caleb lui avait donné reposait fermement sur un tas de pierres. Le métal froid était un poids rassurant dans ses mains. Elle était terrifiée, mais sa peur était désormais vive et claire, un outil à utiliser et non un poison qui la paralysait. En bas, Caleb était un fantôme dans l'ombre. Il avait utilisé sa connaissance du canyon pour poser ses pièges. Il avait délogé un énorme tas d'éboulis sur la paroi du canyon, maintenu en place par une seule corde épaisse. Il avait repéré les passages les plus étroits, les angles morts, les endroits où l'écho d'un seul coup de feu résonnerait comme une douzaine. Il n'était pas un soldat, mais un homme qui défendait sa maison, son amour et sa vie, et cela le rendait infiniment plus dangereux que les mercenaires qui venaient le chercher. Le combat ne commença pas par un cri glorieux, mais par le bruit sourd et mortel d'une corde qui se rompait. Alors que Silas et ses hommes pénétraient dans le canyon, Caleb, caché derrière un éboulis, coupa la corde qui retenait les éboulis. Une rivière de roches et de gravier dévala la paroi du canyon. Ce n'était pas une avalanche massive et écrasante, mais suffisante pour bloquer l'entrée, les piégeant à l'intérieur et plongeant leurs chevaux dans une frénésie paniquée. Le canyon fut plongé dans le chaos. Les coups de feu résonnaient et se répercutaient sur les parois rocheuses, rendant impossible de déterminer d'où ils provenaient. Le combat n'était pas une noble fusillade. C'était une lutte désespérée, brutale et terrifiante pour la survie. Caleb utilisa le terrain comme arme principale. Il se déplaçait dans l'ombre, tel un fantôme dans un paysage qu'il connaissait aussi bien que les lignes de sa propre main. Il utilisa les échos confus pour attirer leurs tirs et les séparer. L'un des hommes de Kane, poursuivant un coup de feu fantôme, a contourné un angle aveugle et s'est retrouvé face au couteau de Caleb. Un autre, qui tentait d'escalader la paroi du canyon pour avoir un meilleur point de vue, a été abattu d'un seul coup de fusil tiré depuis la crête. Elle n'a pas hésité. Ses mains étaient fermes,
sa respiration régulière, exactement comme Caleb le lui avait appris. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était une protectrice. Un par un, Caleb utilisa le canyon pour réduire leur nombre. Le terrain claustrophobe transformait leur supériorité numérique en handicap. La glorieuse embuscade s'était transformée en un véritable hachoir à viande. Le point culminant fut une confrontation désespérée entre eux trois. Caleb, en abattant le dernier des hommes de Cain, avait été touché, une douleur brûlante lui traversant les côtes. Il saignait, ses mouvements étaient ralentis. Silas Cain, son beau costume désormais déchiré et sale, le visage masqué par une incrédulité furieuse, vit sa chance. Il accula Caleb contre une paroi rocheuse abrupte. « Espèce d'imbécile têtu !» grogna Silas en levant son pistolet, ses yeux froids brillants de triomphe. « Tout cela aurait pu être à toi. Maintenant, tu vas mourir dans la boue sans rien. » Au moment où Silas s'apprêtait à l'achever, le coup de feu du fusil d'Aa résonna depuis la crête au-dessus. Le tir n'était pas parfait. C'était le tir d'une femme soumise à une pression incroyable. Un tir né de l'amour et du désespoir. Il ne le tua pas, mais sa balle lui déchira la chair de l'épaule, le faisant tourner sur lui-même et provoquant un écart dans son tir, qui frappa la paroi rocheuse à côté de la tête de Caleb. L'impact de la balle fit tomber Silas, son pistolet tombant sur les rochers dans un bruit métallique. Cette ouverture était tout ce dont Caleb avait besoin. Il se jeta en avant, ignorant la douleur dans son flanc, et plaqua Silas au sol. Le combat n'était plus une question d'armes à feu, mais de force brute et brutale. Ils roulèrent dans sa poussière et les graviers, deux hommes engagés dans une lutte primitive. Mais Silas, le bras inutilisable, son arrogance brisée, n'était pas de taille face à la puissance brute et désespérée de Caleb. Caleb prit le dessus, son poing frappant la mâchoire de Cain, l'étourdissant. À ce moment-là, Hera apparut, descendant précipitamment la dernière partie de la pente rocheuse, le fusil à la main. Elle se tenait debout au-dessus des deux hommes, le visage pâle, mais les yeux brûlants d'une flamme que Silas n'avait jamais vue auparavant. Il leva les yeux vers elle depuis le sol, battu et ensanglanté. Et il ne vit pas la jeune fille terrifiée et brisée qu'il avait autrefois maltraitée, mais une femme d'une force immense et terrible, une femme qui avait repris son pouvoir. Elle était son juge, son jury et le visage de sa dernière erreur fatale. Il se précipita en arrière pour s'éloigner de Caleb, sa main valide cherchant à tâtons son pistolet perdu. Ses yeux étaient hagards, remplis d'une terreur animale naissante. Alors qu'il se poussait contre la paroi du canyon, son mouvement et son poids délogèrent un rocher en équilibre précaire au-dessus de lui, qui s'était détaché lors du premier éboulement. Il y eut un faible gémissement, un glissement de pierre, puis le verdict final fut rendu. Il ne vint pas d'une corde de bourreau, ni d'une balle justicière, mais du paysage lui-même, rude et impitoyable. Le rocher se détacha et Silas Cain, l'homme qui avait cherché à conquérir le monde brutal de l'Ouest, fut englouti par lui. Le silence et la morosité régnèrent après coup. Le silence qui s'abattit sur la mâchoire du diable était profond, seulement rompu par le murmure du vent. La victoire ne semblait pas triomphante. Elle ressemblait plutôt à la fin d'une longue et douloureuse fièvre. Avec la disparition de Silas Cain et de ses hommes, leur règne de terreur était terminé. La vérité sur ses crimes, sur le meurtre de Jed et sur la campagne d'intimidation sans fin fut révélée. Une paix obtenue au prix d'une agonie. La ville de la rédemption devait désormais faire face à sa propre lâcheté, à sa volonté d'échanger son âme contre une promesse de prospérité. Mais Caleb et Allah ne se souciaient pas de la rédemption de la ville. Ils avaient trouvé la leur. Quelques semaines plus tard, la première vraie neige de l'hiver avait recouvert les hauts sommets et la rudesse de la terre s'adoucissait dans la paix tranquille du changement de saison. Ils se tenaient ensemble sur la colline balayée par le vent qui surplombait le ranch, à côté des trois tombes simples qui avaient autrefois été un monument à la solitude de Caleb. Il réparait la clôture qui entourait la petite parcelle. Son bras gauche était encore bandé, une bande blanche pâle contrastant avec sa peau bronzée par le soleil. Ses mouvements étaient lents mais réguliers. Ce travail familier était un remède miracle. Hara gravit de la colline en lui apportant une louche d'eau fraîche. Elle se tint à ses côtés et ils contemplèrent la vallée. Le bétail paissait paisiblement dans les pâturages en contrebas. Une fine volute de fumée s'élevait de la cheminée de la maison principale.
Le silence entre eux n'était plus celui du chagrin ou d'une tension tacite, mais d'une paix profonde et durable, acquise au prix du sang et du courage. Le soleil couchant baignait le paysage austère d'une douce lumière dorée, transformant les plaines accidentées en un lieu d'une beauté à couper le souffle. Il ne